bonjour et bienvenue sur le FIC Talk. On salue également les personnes qui nous rejoignent sur Internet. Vous allez pouvoir, je le rappelle, visualiser, revisionner les conférences en vous connectant sur le site avec vos identifiants. Voilà, c'est toujours intéressant. Ça, si vous n'êtes pas là, vous pourrez voir quand même les conférences. Alors, Loïc Castel, voilà, je vous le présente, qui représente Cybereason. On va parler Rotex, de réponse à incident et Qbot, suivi du ransomware Blackbasta. Loïc, bonjour. Bonjour. C'est bon, on est prêt? Vous êtes prêts? Bon. Ouais. Eh bien, c'est tout bon. Bonjour à tous. Bienvenue. Le but de cette présentation, ça va être de vous présenter un retour d'expérience sur, en fait, non pas une, mais plusieurs réponses à incidents qui ont eu lieu donc fin 2022 lors d'une campagne qui a démarré par Qbot et qu'on a associé à Blackbasta. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Loïc Castel, je travaille dans l'équipe réponse à incidents chez Cybereason. Du coup, je vais vous présenter ce que j'appelle une threat brief. Donc, c'est vraiment une présentation de cette menace et de cette campagne en particulier. Donc voilà un petit peu le plan. J'ai 15 minutes, c'est un petit peu court pour présenter ça. Généralement, ce type de présentation, je le fais plus en 45 minutes. Donc si je fais des raccourcis et que vous avez des questions, venez me voir après la présentation et je serai heureux de répondre à vos questions. Donc Blackbasta, c'est un ransomware, un groupe de ransomware assez récent. Hein, donc il est apparu en avril 2022. Sa petite particularité, c'est qu'il cible principalement les pays anglo-saxons, donc US en particulier. Et ils sont connus, comme beaucoup de groupes ransomware, pour leur technique de double extorsion. Donc d'abord, ils vont exfiltrer des fichiers pour ensuite mettre pression sur leurs victimes, pour qu'ils payent plus, ou ils aient plus de chances de payer. Et derrière, ils vont faire classiquement le chiffrement des fichiers. Cette campagne, qui a eu lieu en novembre 2022, hein, plus précisément, elle a commencé aux alentours du 15 novembre 2022. Elle est assez particulière car il y a eu en fait énormément de victimes, principalement aux US. Et donc toute la communauté Threat Intelligence, réponse à incident, SOC, ont communiqué assez rapidement sur cette campagne, parce qu'elle a eu un succès fou en fait, malheureusement pour les victimes. Et on a eu plusieurs incidents en parallèle, donc c'était vraiment... on arrive, situation normale, il ne se passe rien. On commence à avoir un inbound, une réponse à incident qui arrive. 2 heures plus tard, une deuxième. 2 heures plus tard, une troisième qui arrive. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose. L'avantage, c'est qu'on a analysé cette campagne. Et une fois qu'on a ressorti les tactiques qui ressortaient de nos analyses, on a pu les appliquer sur chaque incident et ainsi pouvoir hunter, trouver, détecter ce qui se passait très rapidement. Puisque finalement, dans cette campagne, l'acteur derrière Blackbasta, qui a utilisé Qbot ou Quackbot, je vais expliquer ce que c'est après, pour pouvoir faire l'infection initiale, donc le phishing qui a donné l'infection des premières machines qui ont permis derrière le rebond vers d'autres machines du réseau, puis enfin le déploiement du ransomware. Et bien en fait, ils partageaient quasiment à l'identique les tactiques et les techniques qui sont utilisées, qui ont été utilisées lors de ces attaques. Donc c'est vraiment au point où les C2, donc les command and control, les serveurs qui sont en charge de gérer, qui donnent à l'attaquant la possibilité de contrôler les machines victimes à distance, est exactement les mêmes IP, les mêmes domaines. Et donc là, en général, quand c'est comme ça, ça va pouvoir nous aider pour mieux détecter et mieux chasser l'attaquant sur le réseau pendant la réponse à incident. Donc là, on est clairement sur des temps de réponse très très courts et des temps d'attaque extrêmement courts. Donc là, c'est marqué sur les slides, 12 heures entre l'infection initiale par Quackbot et le déploiement du ransomware. Sachant qu'entre-temps, en général, le mouvement latéral, la première partie de la kill chain, on va dire, la première partie de la compromission se fait en 2 heures. Le reste du temps, plutôt dédié à l'exfiltration, au bypass des mécanismes de sécurité et enfin le déploiement du ransomware. On a vu plusieurs types de déploiements derrière. En gros,
le début de l'infection est très similaire. Ensuite, on a quelques variations. Dans certains cas, ils installent toujours une backdoor secondaire. Donc, on a un déploiement de Cobalt Strike dans tous les cas, avec les mêmes noms de process, les mêmes injections. Et derrière, on a soit Brutratel C4, qui est un petit peu un concurrent de Cobalt Strike en termes de framework d'attaque, ou soit SystemBC, qu'on a vu aussi, qui est aussi utilisé comme une backdoor secondaire, qui peut aussi être utilisé pour de l'exfiltration. C'est un proxy SOX avancé, en fait, SystemBC. Voilà. Au niveau des victimes, donc voilà, j'avais dit comment dire, les victimes US principalement. Là à droite, c'est la page où on voit les victimes qui s'affichent. Et donc évidemment, le mois de novembre, décembre, il y a eu beaucoup de victimes qui ont été attribuées à Black Basta. Donc ça, c'est un petit overview de l'attaque. Je vais revenir à la fin. Donc là, je préfère vous présenter vraiment depuis le vecteur d'infection qui est Qbot, Quackbot, jusqu'au déploiement du ransomware. Et ensuite, on verra le petit schéma à la fin qui résume tout ce qu'on a identifié pendant les différentes réponses à incidents qui ont eu lieu. Donc tout d'abord, Quackbot, c'est un acteur. Donc à la base, c'est un banking trojan. Et comme beaucoup de banking trojans, donc ils sont là depuis 2007, ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Ils ont eu le temps de travailler sur leurs produits. Comme tous les banking trojans, ou la plupart, ils ont migré, on dit qu'ils ont moonlighté, vers le domaine du loader, du Initial Access as a Service. Donc en gros, leur malware, avant ils servaient à voler des identifiants de banque, faire des arnaques, phishing bancaire, etc. Et ils se sont transformés en réutilisant exactement le même code, mais pour permettre en fait de donner un accès initial sur une ou plusieurs machines d'un réseau qui derrière permet de faire plus. Donc Qbot, on a aussi par exemple Emotet, ASID qui sont un petit peu dans le même business. Là vous pouvez voir des captures sur Twitter de ProxyLife et Cryptolomus, qui sont des très bons comptes Twitter à suivre si on s'intéresse à ce genre de choses. Et en général, ils sont très réactifs, donc ils vont publier les TTP, les tactiques, techniques et procédures qui sont utilisées dans l'infection. Et on voit qu'il y a des petites variations. Donc notamment, dans certains cas, ils utilisent des fichiers HTML, qui vont loader, qui vont permettre de télécharger du JavaScript, qui une fois téléchargé va faire du PowerShell. Des fois, c'est du OneNote. Des fois, c'est des PDF qui permettent de télécharger des zips. En fait, ça varie. Là, la campagne qui a eu lieu en novembre, elle s'est basée sur le même vecteur d'infection. Donc, il est décrit ici par un autre compte Twitter à suivre. Ça a démarré d'une image d'un fichier, un fichier ISO, c'est un fichier IMG, c'est la même chose. Donc c'est une image, quand on double-clique dessus, ça monte un disque, et sur ce disque, en fait, il y a un VBS, un script VBS, on clique dessus, alors bien évidemment, il y a des techniques mises en place pour leurrer les victimes, et derrière, ça va loader Quackbot, en fait, la DLL, qui est un fichier TMP. Alors là, vous le voyez sur le screenshot, c'est le screenshot de Cybereason, donc du process tree. C'est vraiment ça à la lettre. On voit WScript qui va loader le VBS, on voit Rex SVR32 qui va loader la DLL qui s'appelle le TMP, et ensuite on voit l'injection du module en mémoire FW policy io mgr.dll. Très bien pour le hunting, très bien pour la détection. Détecter ce type de DLL, ça veut dire en général qu'on a Quackbot derrière. Ça, c'est le schéma en fait le schéma de l'infection. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est assez complexe tout en étant simple à la fois. En gros, ce qui est assez intéressant en fait dans cette campagne et dans ce schéma d'infection, c'est que ça va tout de suite loader Cobalt Strike. Ce qu'on voit en général, c'est qu'on a un loader qui va infecter une machine. Et derrière, il va y avoir un petit peu de temps en fait. Il va se passer peut-être 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et derrière seulement, on va commencer à avoir ce qu'on appelle du hands-on keyboard activity, donc des activités de pentest manuelles, donc du threat actor qui va venir et qui va commencer son pentest, essayer de voler des credentials, faire de la découverte sur le réseau, etc. Sauf que là, Cobalt Strike, il est loadé dès le début de manière automatique. Donc ça fait encore partie, ça précède la partie manuelle. Quelques petites particularités. Alors, comme j'ai dit, il y a plein de choses. On peut parler de plein de choses sur cette campagne. Mais du coup, j'ai extrait quand même les choses les plus intéressantes. Notamment, au début, le process infecté, plutôt que de parler directement au C2, il va attendre 5 minutes
à peu près. Et pendant ces 5 minutes, il va parler, il va communiquer avec des domaines légitimes. Il y a eu du Bing, alors plus personne communique avec Bing, donc ça nous a mis la puce à l'oreille. Non, je rigole, mais il y a des connexions avec Yahoo par exemple, il y a des connexions avec des sites bancaires, avec des sites gov américains. Donc ça c'est pour leurrer les analystes et aussi pour leurrer les sandbox qui vont du coup en général se lancer pendant quelques minutes. Et du coup, quand on va analyser les communications, on va voir oui bon ça communique avec des domaines légitimes, donc ça augmente le score de légitimité. Sauf qu'après 5 minutes, il communique avec les IP de QuackBot. Donc une fois QuackBot lancé, infecté, comme j'ai dit, il y a Cobalt Strike qui est directement chargé dans un process qui s'appelle getMac. GetMac.exe, c'est un process légitime de Windows, donc il est lancé par l'acteur malveillant. Et ensuite, ils viennent injecter Cobalt Strike dedans. Donc pareil, encore de l'évasion des mécanismes de sécurité. Et derrière, en fait, Cobalt Strike, c'est un outil modulable qui permet du coup de charger des modules et qui est très prisé par les attaquants. Hein. Et donc du coup là, on va voir plein de modules qui vont être chargés. Alors ça, on le voit avec soit notre ODR, soit avec nos outils de réponse à incident. On utilise Velociraptor par exemple pour le faire. Et on va voir des modules flottants. Donc notamment, on a des outils pour voler des identifiants mémoire. Sur les browsers, donc on va Sharp Web, Sharp Chromium. On voit aussi Rubeus. Rubeus, c'est intéressant. En général, c'est mauvais signe quand on voit Rubeus, parce que ça veut dire que c'est mauvais signe pour la victime. Ça veut dire que l'attaquant il est passé sur de la découverte Active Directory, sur peut-être du vol de tickets Kerberos et peut-être sur du rejeu de tickets Kerberos pour derrière rebondir sur d'autres machines ou faire ce qu'il souhaite faire. En parallèle à ça, il y a aussi la découverte réseau qui est faite, donc ça c'est assez classique. L'attaquant il veut savoir où il est, il veut savoir où il se trouve, pour ensuite, lui il va avoir une liste de victimes et il va choisir dans l'ordre de priorité ces victimes qui vont être le plus intéressantes. Si on tombe sur quelqu'un qui est par exemple en remote et qui est sur son réseau personnel, c'est peut-être moins intéressant que si on est sur le réseau d'une entreprise je sais pas moi, gouvernementale ou entreprise gouvernementale, une entreprise dans je sais pas, un secteur sensible. Ensuite, du coup, une fois qu'il y a eu cette phase de vol de credential et de découverte, on a notre mouvement latéral, donc qui va consister à installer Cobalt Strike, exactement les mêmes process, exactement les mêmes IP de communication de ces deux, vers du coup les serveurs qui vont être intéressants. Donc l'attaquant, classiquement, va voler des identifiants, va se connecter à des machines, va voler les identifiants de ces machines, etc., etc. Il va faire ça jusqu'à ce qu'il arrive à trouver la machine qui l'intéresse, en général, et les privilèges qui l'intéressent. Donc en général, c'est administrateur du domaine. Et donc à ce moment-là, il se passe, comme j'ai dit, une dizaine d'heures, à peu près. Hein, ça varie entre les victimes, mais grosso modo, ça ressemble à peu près à ça niveau timing. Et juste avant ça, on voit l'attaquant qui va chercher des machines, par exemple, où il n'y a pas d'outil de sécurité installé. Pourquoi ? Parce que ça va lui faciliter la vie pour le déploiement du ransomware et aussi pour la partie d'exfiltration. Donc là, on voit typiquement l'attaquant qui se connecte sur plein de machines et qui vérifie si certains services sont lancés. Ça, c'est intéressant. Et bien évidemment, on arrive à la fin, à la phase du déploiement de Black Basta. Donc, ils font classiquement désactiver l'antivirus, désactiver Defender. Ils essayent de désactiver l'EDR. En général, c'est pas possible, puisqu'il y a des sécurités qui sont mises en place pour éviter d'affecter les endpoints. Et ça, ils le déploient partout via du WMI. La technique d'avant qui était utilisée pour le déplacement latéral, c'est la création de services à distance. Là, c'est une autre technique de déplacement latéral qui est utilisée, c'est la création de process via WMI. Et sur le process tree, on le voit très bien d'ailleurs, WMI PRVSE qui est du coup le process parent de toute l'attaque. Il supprime les volumes shadow copy pour éviter de pouvoir recouvrer les données. Il chiffre et ils mettent le ransom note. Voilà. Et donc du coup à la fin, on se retrouve avec un petit schéma comme ça qui va plus ou moins résumer l'attaque. Donc de l'infection qui démarrait d'un email de phishing jusqu'au chiffrement de toutes les machines. Petite particularité dans ces cas-là, et ça on l'a pas vu sur tous les cas sur lesquels on est intervenu, mais sur certains, ils ont bloqué le service DNS sur les contrôleurs de domaine, qui sont souvent utilisés comme serveurs DNS, ce qui fait que ça paralysait les administrateurs qui essayaient de se connecter en fait à leur réseau pour voir ce qui se passait et réagir. Donc voilà, la conclusion, je ne vais pas rentrer dans le détail des recommandations, c'est assez classique, mais c'est vraiment d'agir vite. Il y a 12 heures
entre l'infection et le chiffrement. Donc en gros, il y a à peu près il y a ce temps-là, voire un peu moins, parce qu'une fois que le déploiement a commencé, c'est un peu trop tard, pour chasser l'attaque et dégager l'attaquant, faire l'investigation. Donc le fait qu'ils partagent les techniques chez chacun de nos clients, nous, ça nous a beaucoup aidé pour réagir vite et pour pouvoir créer un playbook spécifique et dédié à répondre à cet incident. Donc voilà, je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, venez me voir après la présentation. Je pense qu'on a dépassé le temps là. C'est bien, parfait, il n'y a pas de problème. Merci. Dans le timing, Loïc. Bravo.